bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au café culturel virtuel organisé avec l'Alliance française d'Abu Dhabi, la microfolie d'Abu Dhabi. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis en charge de la programmation culturelle au sein de l'Alliance française et je serai votre hôte pour l'heure qui suit. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir M. Mohamed Beljoudi, qui est le directeur de l'Alliance française d'Abu Dhabi et de la microfolie d'Abu Dhabi. Il va intervenir maintenant sur la thématique des regards croisés Orient-Occident, sur la question de l'art et du numérique, vu à travers le prisme de la microfolie. À la fin de l'intervention, nous allons garder un temps pour vos questions, donc n'hésitez pas à les écrire sur Facebook ou sur YouTube et on y répondra avec plaisir. Mohamed, ça va ? Oui, parfaitement, merci et merci de nous accueillir. Bon, je voulais remercier très rapidement la Maison de Bégon, la Microfolie de Bois, Europe Ensemble, la Maison de l'Europe de Tours pour avoir organisé ce cycle de conférences autour du thème effectivement de l'art numérique et l'Europe, et puis de nous avoir invités, bien sûr, comme témoins d'Orient, on va dire, puisque nous sommes à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Peut-être dire quelques mots sur ma présence à Abu Dhabi et surtout le lien avec Microfolie. Donc, je suis directeur de l'Alliance française d'Abu Dhabi depuis septembre 2017 et j'ai œuvré aux côtés de l'équipe de La Villette que je salue et notamment son président Didier Fusier et puis toute l'équipe de la Microfolie. Nous avons œuvré ensemble à l'élaboration du projet Zéro, celui de la ville de Sevran, pour laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans, où j'assumais les fonctions de directeur général adjoint à la culture notamment. Voilà, je salue aussi les équipes de la Microfolie de Sevran. Et puis, voilà, je vais témoigner aussi de ce double, j'allais dire, ce double regard, à la fois d'avoir pu mettre en lumière la première microfolie, et ici, dans un autre environnement, avoir pu créer la première microfolie dans le Golfe arabique. Alors justement, Mohamed, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quel contexte a été créée la microfolie d'Abu Dhabi ? Alors, la microfolie d'Abu Dhabi intervient dans un contexte extrêmement intéressant aux Émirats Arabes Unis. Pour ceux qui connaissent un peu le pays, c'est un pays qui a 50 ans, donc c'est un pays neuf, mais en même temps un pays qui a une culture millénariste. Essentiellement, j'allais dire, une culture à la fois de l'oralité, mais aussi de l'écriture, et qui s'inscrit dans un développement à la fois dans une modernité incontestable, sur le plan architectural, sur le plan de la structuration même de la société émirienne, mais qui tient j'allais dire, à ancrer les valeurs de la société émirienne dans les traditions culturelles des Émirats arabes unis. Et donc, donc j'arrive en 2017, bon, avec l'idée que voilà, j'ai encore la microfolie dans mon ADN, puisqu'on l'avait inaugurée en février 2017 de mémoire à Sevran, et arrivé donc, à Abu Dhabi en novembre 2017, je participe à l'inauguration donc, du musée du Louvre à Abu Dhabi, qui est un élément essentiel, je dirais même, j'allais dire primordial, dans la manière dont vont se structurer les Émirats dans les 20 ans à venir ou les 30 ans à venir. La question de la culture, elle est extrêmement importante, puisque voilà, on la retrouve déjà à travers la construction de ce musée, qui est un musée qui se dit universel, donc qui va essayer de donner un aperçu, si vous voulez, à travers l'histoire de l'art, de l'histoire de notre humanité. Et donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir, d'avoir pu accéder à cela. Et en même temps, j'avais encore l'idée de cette microfolie à laquelle j'avais participé, mais je n'avais pas pu voir son développement. Voilà. Donc, tout ça a cheminé pendant à peu près 1 an et demi jusqu'à l'idée d'essayer de créer une microfolie à Abu Dhabi. Alors, l'intérêt de la microfolie, bien évidemment, et ça, vous le savez, je pense que c'est un modèle, mais qui n'est pas
duplicable en l'état et qui demande à chaque fois de prendre en compte des éléments du territoire. Et là, au-delà des éléments du territoire, puisqu'on est en dehors du territoire français, c'était aussi des éléments culturels prépondérants. Peut-être qu'on pourrait voir la vidéo de l'inauguration de la Microfolie. Oui, 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 absolument, absolument. Donc, nous sommes le 26 avril 2019. 19. Absolument. Alors justement, Mohamed, pourquoi intégrer cette Microfolie dans l'Alliance française d'Abu Dhabi? Alors, déjà, redonner quelques éléments de contexte de ce qu'est une alliance française, notamment ici au Moyen-Orient. Donc, notre alliance française a été créée en 1974 sous l'impulsion de Cheikh Zayed, feu le fondateur des Émirats arabes unis, que l'on connaît sous cette forme-là, avec 7 Émirats. Et l'idée était de créer une passerelle forte entre la culture francophone et la culture émirienne, arabe, mais aussi anglophone, puisque le pays intègre les deux langues, si vous voulez, en termes de parler. Donc, à partir de cela, on a eu la structuration d'une alliance autour de cours de français, mais pas que, un certain nombre d'activités ont pu voir le jour. Je pense à des festivals, je pense autour du livre, autour du cinéma, autour de concerts. Donc, l'Alliance française a réussi à mailler pendant 46 ans un certain nombre de relations avec les institutions qui ont commencé à se structurer ici à Abu Dhabi. Je pense à la Cultural Foundation, l'équivalent d'une espèce de fondation culturelle, mais plutôt un grand service public de la culture à Abu Dhabi. Et puis à l'ADMAF, le festival de musique classique. Et puis, bon an, mal an, si vous voulez, on a, avec une existence un peu compliquée, puisqu'on a eu une pérégrination sur 7 lieux différents pendant 45 ans dans la ville d'Abu Dhabi, qui a grandi. Là, on est situé dans un quartier qui s'appelle El Batin, qui est non loin de la Corniche, donc qui est un élément central d'Abu Dhabi. Et on a voyagé pendant près de 45 ans dans ces espaces-là, où on a pu développer à la fois, bien sûr, l'enseignement du français, mais un volet culturel extrêmement important. Donc, je rappelle que pour toutes les alliances dans le monde, le principe est le même. Le président et le comité sont locaux. Donc, notre président, Sultan El Hadji, est le président de l'Alliance depuis 2017. Et pour la petite histoire, le président qui est précédent, qui a démissionné juste quand je suis arrivé et qui a pris les fonctions de ministre d'État, est le docteur Zaki Nusseibeh. Donc, c'est extrêmement important de savoir que notre président, maintenant qui est devenu président d'honneur, a toujours œuvré, si vous voulez, pour faire en sorte de maintenir l'Alliance française dans un espace à la fois d'enseignement des langues, mais aussi de diffusion culturelle, et créer cette passerelle entre la culture francophone et la culture arabe. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé, je crois que c'était en 2018, de commencer à travailler à l'élaboration d'un projet Microfolie.
Alors, bon, le projet Microfolie ici aux Émirats ne correspond pas on verra après dans le détail, hein, mais l'idée est de créer cette première passerelle, si vous voulez, avec l'outil. L'outil qui nous permet d'aborder la question de l'art à travers les collections, ça, c'est extrêmement important, mais pas que. Je pense que l'intérêt pour nous, c'était d'aller aussi dans le sens du développement d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, je le disais tout à l'heure, accueille le premier musée universel, donc le musée du Louvre, donc en 2017. Dans les 10 ans à venir, je pense qu'il y aura le musée Cheikh Zayed, donc dédié effectivement à la culture aux Émirats, mais aussi dans le Golfe arabique. Et puis le Guggenheim qui devrait aussi ouvrir à l'aune d'une dizaine d'années. Donc on est dans un environnement institutionnel qui a misé énormément sur la question culturelle, et notamment la question muséale. Mais à côté de ça, vous avez des expositions d'art contemporain, Abu Dhabi Art, Dubai Art, vous avez un certain nombre notamment à Dubaï, l'Opéra de Dubaï, des festivals, vous avez, voilà, la vie culturelle aux Émirats est extrêmement riche. Or, pour nous, Alliance, faire le trait d'union avec à la fois les éléments culturels, mais ce que peuvent porter aussi les œuvres, c'est-à-dire en termes de contenu sur la question de l'histoire de l'humanité, donnait une résonance, en tout cas était en résonance, pardon, avec le musée du Louvre. Et il m'a semblé qu'à ce moment-là précis, lorsque j'ai présenté le projet au comité, j'ai eu une adhésion quasi voilà, immédiate. Alors, fort de l'expérience de Sevran, dont je pourrais parler un petit peu, je me suis dit, mais finalement, l'implantation d'un musée de ce type ici peut paraître un peu paradoxal pour moi, puisque je venais d'une ville de Seine-Saint-Denis. Donc, moi, je suis issu de Seine-Saint-Denis. Je travaillais aussi à Aulnay-sous-Bois, où j'étais directeur d'une scène de musique actuelle. Voilà, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine culturel en misant, si vous voulez, sur l'idée que la culture était un élément extrêmement important dans l'émancipation du citoyen. Voilà, ça permet, si je veux le schématiser, à la construction, je pense, équilibrée d'un citoyen, de savoir que finalement, l'art n'appartient pas qu'à une élite ou à ceux qui écrivent l'histoire, mais appartient à tous les individus qui partagent des moments de vie dans une société à un temps donné. Donc, ce qui m'importait, c'était aussi à Sevran de redonner du sens à la question de comment on arrive à faire en sorte que dans un contexte économiquement difficile, dur, où en Seine-Saint-Denis, on a une histoire de la culture ouvrière, on a aussi une histoire très contemporaine, compliquée, dans des espaces où les aménagements urbains n'ont pas forcément été renouvelés, et on se retrouve aussi avec des difficultés à la fois économiques, mais aussi difficultés, on va dire très, très simplement, de vivre ensemble. C'était comment redonner du sens à un espace géographique qui est situé à 20 km du cœur de Paris et dans lequel on retrouve les plus grands musées du monde et les plus grandes œuvres de l'humanité. Et c'est donc le magicien Didier Fugier qui est arrivé à Sevran avec l'idée d'essayer de trouver un espace pouvant accueillir la microfolie, qui était un concept au début et qui s'est affiné au fur et à mesure des discussions et du travail de fond engagé par les équipes de la Villette. Et donc, on a réussi à implanter, donc en prenant le parquet de Bâle de la Villette, en le restructurant, en mettant bien sûr de l'argent public, puisque tout ça avait coûté à peu près 2 millions
euros. Et là, je remercie l'engagement du maire de Sevran, Stéphane Gatignon, qui est parti depuis, mais voilà, avec cette idée qu'effectivement, on est en capacité de pouvoir encore modifier les choses si on prend le parti de se dire qu'il faut mettre la culture là où on ne l'attend pas, là où elle est quasi pas présente. Quand je parle de culture, bien évidemment, je ne parle pas de culture anthropologique, je parle de la culture au sens là, muséal, œuvre de l'humanité. Il est évident qu'en Seine-Saint-Denis, c'est un bouillon de culture, la Seine-Saint-Denis. Mais néanmoins, là, l'idée précise de Didier, c'était de se dire que finalement, comment on arrivait à redonner du sens à ces œuvres qui étaient situées à 25 km, à ces espaces-là, et pour autant une population qui a le droit et qui a surtout un regard sur l'art. Mais encore fallait-il le susciter. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu mettre en place le projet dans un espace, une combinaison assez intéressante, où il y avait une école d'art qui fait un travail fabuleux depuis plus de 40 ans. C'est l'école Poulbeau qui est implantée au bas d'une cité et qui travaille effectivement sur le développement de l'individu de 6 mois à pas d'âge, sur toutes ces questions-là de comment finalement on arrive à se construire à travers l'art et à travers l'expression artistique. Il y avait cet espace donc, Poulbeau, et puis une école, un collège, pardon, et un espèce de terrain vague, donc qui était tout à fait inapproprié à pas grand-chose, si ce n'est qu'il était là. Et en fait, non, en face d'une cité, la cité des Bédottes, pas forcément connue pour un intérêt à la culture dans un premier temps. Et donc, l'idée, ça a été d'implanter ce projet-là avec… j'allais dire, c'est une idée qui est pas neuve. Hein. Malraux avait déjà ça en tête. Hein. C'était comment on arrive à créer finalement ce choc culturel chez les uns et les autres, en remettant des œuvres de l'humanité au cœur de la cité, et ça c'était vraiment littéralement ce qui s'est passé, mais aussi en ayant cette réflexion de finalement ce que produit l'individu dans un environnement tel que Sevran ou une banlieue d'Île-de-France est aussi en capacité de pouvoir rentrer en interaction avec ces œuvres-là, puisque ce sont les œuvres de l'homme. Et donc, ce sont des femmes et des hommes qui habitent ces immeubles-là et qui peuvent aussi exprimer, si vous voulez, leur créativité et développer des compétences. Donc, il y a eu des tas d'interactions. La microfolie, telle qu'on l'a combinée, la combinaison qui a inclué le triptyque musée numérique, le Fab Lab, pardon, et le Little Café et l'aspect associatif, ça, on ne va pas le retrouver, par exemple, à Abu Dhabi, puisqu'on a réfléchi le projet différemment, dans un contexte, voilà, que je développerai, mais dans un contexte qui n'est absolument pas le même. Mais par contre, le fil conducteur, ce qu'il faut bien saisir, c'est que le sens même de la démarche est la même. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que les citoyens qui résident à Abu Dhabi puissent avoir accès aux œuvres qui peuvent être au Louvre, mais qui peuvent être ailleurs, et comment on arrive aussi à développer et à susciter un intérêt sur la question de l'art, de la pratique de l'art, de la découverte de l'art, de la connaissance de l'art, de l'histoire de l'art, puisque tout ça, encore une fois, je le dis, n'appartient pas aux conservateurs de musées, n'appartient pas… Tout ça nous appartient en fait. Voilà. Et c'est comment on arrive à partager cela ensemble. Dans un contexte ici multiculturel, mais j'y reviendrai. Alors justement, quel regard porte la société émirienne sur l'art? Est-ce qu'ils ont la même approche de l'art que l'on aurait par exemple en France? Alors,
ça m'est d'emblée difficile d'imaginer, si vous voulez, qu'on puisse globalement donner j'allais dire une généralité à la fois en France et à la fois ici. C'est tellement compliqué que je préfère parler, si vous voulez, de l'expérience que j'ai pu voir, moi, à travers l'ouverture du Louvre. Mais je tiens à préciser quand même que l'avènement de la microfolie, la question du numérique, on en parlera après, j'allais dire, ne vient pas bouleverser, si vous voulez, la manière dont les uns et les autres, on colporte en nous, si vous voulez, des éléments culturels. Encore une fois, je ne parle pas d'éléments culturels anthropologiques, je parle vraiment de ces questions de rapport à l'art intrinsèque. Et là où voilà, je suis extrêmement intéressé, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la question de la culture immatérielle. Et quand je suis arrivé aux Émirats, effectivement, j'ai été frappé par cela, parce que moi-même, ayant des origines donc, du Maghreb, ayant des connaissances bien évidemment culturelles du monde arabe, j'ai été confronté à une première approche qui est vraiment une approche de l'oralité extrêmement forte et qui m'a conduit à imaginer que, bien évidemment, dans un pays qui a moins d'une cinquantaine d'années, on ne peut pas effacer, si vous voulez, des réflexes culturels d'appropriation de la manière dont on a véhiculé ces cultures-là, des cultures, je ne trouve pas le mot, je dis intangibles, mais ça c'est en anglais, donc c'est les cultures, des cultures dont l'essence même est finalement la transmission d'un individu à l'autre par le biais de l'oralité. Donc ici, par exemple, il y a un art qui est un art séculaire, qui est l'art de la poésie, par exemple. C'est quelque chose qui est extrêmement présent, notamment dans des générations précédentes. Il y a aussi toute la question de la tradition, par exemple, de la fauconnerie. La fauconnerie est extrêmement importante dans la relation aux Émiriens. La question de la présence d'animaux et même de végétaux dans cette culture-là. Je pense aux dattiers, par exemple, je pense aux chameaux. Tout ça n'est pas anecdotique. Cela appartient à la culture locale. Et ça, c'est pour moi autant important que les œuvres qu'on va pouvoir mettre en avant, parce qu'il va falloir accompagner les jeunes Émiriens notamment sur l'idée qu'on ne fait pas, si vous voulez, on ne met pas en avant plus l'art à travers la microfolie parce qu'elle appartient au monde occidental ou ailleurs et qu'elle utilise le biais du numérique, que la présence d'artistes locaux, traditionnels, qui véhiculent un intérêt pour la transmission de la culture, qui est une culture, comme je le disais, séculaire. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, comment on arrive finalement avec cet outil et comment, cet outil avec lequel on peut travailler sur une centaine d'axes quand on voit une œuvre, quand on voit l'utilisation de l'œuvre à travers notamment tout ce qui a été déployé dans les tablettes, puisque nous, à Abu Dhabi, c'est uniquement le musée pour le moment qui est déployé. On sent bien que, si vous voulez, on doit aussi peut-être aller un peu plus loin dans la démarche et faire en sorte qu'à un moment donné, les Émiriens puissent se retrouver à travers la représentation de l'art qui est projeté dans les collections. Et ça c'est aussi quelque chose qui va nous intéresser. Donc, en France, effectivement, c'est une véritable plateforme culturelle de proximité. Le projet, il est vraiment au service des acteurs de terrain, pour animer le territoire, pour faire cohésion, pour faire, pour donner du sens au vivre ensemble.
bien sûr réduire les inégalités géographiques, réduire la fracture qu'il peut y avoir dans un rapport à l'art. Mais ici, on est dans un paradoxe aussi, puisque c'est un pays où il y a effectivement des moyens. Mais pour autant, il y a aussi cette fracture qui existe avec cette culture qui est pas une culture qui appartient directement enfin, j'allais dire, à l'histoire des Émirats arabes unis ou plus globalement des Arabes du Golfe. Donc, il faut qu'on arrive à trouver ce moyen d'avoir cette approche qui permette aux Émiriens et aux résidents d'Abu Dhabi de découvrir à la fois les œuvres de l'humanité, mais peut-être aussi les œuvres issues de la culture bédouine et qui sont extrêmement importantes à mettre en relief. Alors justement, puisque vous parlez de la culture bédouine et de la culture locale, on accueille depuis plusieurs mois, enfin en tout cas avant la pandémie, on accueillait des écoles locales, donc des écoles émiriennes qui venaient à l'Alliance française et qui découvraient des œuvres qui n'étaient pas forcément issues de leur culture. Est-ce que c'était pas un peu difficile du coup pour eux de s'identifier, de se plonger dans ces œuvres artistiques qui n'ont finalement pas grand-chose en lien avec leur culture, leur propre culture? Bah, à la fois, c'est vrai que l'idée, c'est de construire tout le discours qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça puisse avoir une résonance. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est leur réaction pure sur, par exemple, la question de la nudité, où on a été confronté aussi à des œuvres, où ici, le nu n'est pas quelque chose d'apparent au premier abord. Et pour autant, on a pu concilier les choses. Sur la question de la référence directe historique avec la possibilité pour eux d'ancrer ça dans un schéma historique, tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir qu'on travaille, on travaille les outils. Mais je crois que ce qui est important avant tout, c'est de les mettre en relation avec l'œuvre. Parce que l'œuvre, forcément, suscite et on le voit bien hein, dans les échanges qu'on a avec eux, suscite voilà, des interrogations, suscite aussi des réactions. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, qui m'a intéressé déjà dans un premier abord. Après, effectivement, nous qui sommes aussi une alliance française, ce qui est important aussi, c'est de développer la question du rapport à la langue, donc à la francophonie notamment. Mais pour autant, on a essayé de développer justement la traduction de l'ensemble des lexiques et des cartels et autres, et des éléments qu'on va retrouver dans les tablettes, pardon. C'est la fin de journée pour nous, donc c'est un peu compliqué. Donc, on a traduit tout cela en arabe afin de pouvoir éviter, si vous voulez, la question voilà, d'un blocage lié à la langue. Mais pour autant, je pense que voilà, c'est le début d'une histoire. Donc, il faut qu'on expérimente. Et moi, je prends ça comme une belle expérimentation. Je trouve que les enseignants ont joué le jeu. Ils ont préparé à la maison, c'est le cas en plus, avec le confinement, mais à l'époque, ils ont préparé les fiches voilà, avec beaucoup de sérieux en classe et avec les étudiants. Et c'est vrai que voilà, on a été ravis de voir des réactions, à la fois des réactions très, j'allais dire, moins spontanées au départ, mais après, voilà, face à une œuvre, face à une situation où on est une trentaine à pouvoir commenter, voilà, il y a des moments magiques qui se créent, quoi. Alors justement, on a deux photos à vous montrer de classes émiriennes qui sont venues à l'Alliance française. Je ne sais pas si on peut les montrer.
Alors, vous avez une photo effectivement d'une classe de jeunes Émiriens qui sont venus découvrir l'histoire de Napoléon. Et notamment, cette œuvre, c'est un tableau que l'on retrouve au musée du Louvre à Abu Dhabi. Et également, on a la photo d'une classe de jeunes Émiriennes qui sont venues et qui, bien sûr, ont retrouvé la Joconde, qui est une œuvre, bien sûr, qu'elles connaissent et qu'elles n'ont jamais vue d'aussi près. Justement, Mohamed, quel est l'apport finalement du numérique avec la microfolie? Comment le numérique peut, en quelque sorte, contribuer au dialogue avec la société émirienne? Bon, alors c'est vrai que j'ai omis de le dire. Ici, on est dans un des endroits les plus connectés au monde, puisque quasiment avec son portable, on peut tout faire, payer ses factures. Enfin, bref, vous pouvez payer vos parkings, vous pouvez payer. Enfin, il y a la question de payer les dépenses du quotidien, mais il y a aussi l'accès à des tas de services qui sont des services qui sont déconcentrés maintenant. Et quasiment, on n'a pas besoin de se déplacer pour les administrations. Voilà, on peut tout faire à distance. Mais est-ce que c'est j'allais dire ces possibilités-là peuvent permettre, si vous voulez, d'accéder plus facilement aux œuvres, aux œuvres. Bon, on n'est pas en Europe, il n'y a pas des musées dans tous les coins de rue, il n'y a pas des. Mais néanmoins, est-ce que le numérique peut faciliter, si vous voulez, l'accès aux œuvres? Moi, je pense que, bien évidemment, c'est indéniable, puisque quand on voit les collections que l'on présente, le nombre d'artistes présentés, de cultures aussi diverses, je pense que de ce point de vue-là, c'est un panorama qui, à lui-même, peut être comparé à un musée virtuel qui raconte une histoire, l'histoire universelle finalement de l'homme, un peu en comparaison avec ce que présente le Louvre. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est effectivement de trouver cette passerelle, puisque encore une fois, là, on va essayer d'amener nos jeunes émiriens vers le musée. Donc, effectivement, l'outil numérique est extrêmement intéressant. Mais je pense que dans les années à venir, le développement de l'art numérique va prendre de nouvelles tournures ici à Abu Dhabi, puisque on a des espaces de création qui se mettent en place. On a un développement aussi de cette génération-là qui est très habile avec le numérique et qui crée. Et finalement, la création, que ce soit avec un pinceau, avec un instrument de musique ou à travers un ordinateur, l'acte de création est le même. En fait, ce qui motive, si vous voulez, l'homme à aller vers l'idée de créer une œuvre reste pour moi l'identique. Donc, du coup, le numérique permet de transcender la question des frontières, là, surtout confiné depuis 4 mois ici aux Émirats. Vous imaginez bien qu'on saisit bien toute la subtilité et là, ça va prendre de l'ampleur puisque l'après-Covid va aussi, à mon sens, laisser des traces positives de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on aura des réflexes sur toutes ces questions d'accession, d'acquisition des connaissances, et notamment d'aller chercher des œuvres dans des musées, d'aller regarder des films, tout ça fait partie des éléments post-pandémie Covid qui vont se développer dans les années à venir. Et c'est pour ça que
moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on arrive à faire en sorte de ne pas forcément voyager tout le temps avec le numérique d'Abu Dhabi vers l'ailleurs, mais c'est aussi de pouvoir utiliser cela pour voilà, montrer les œuvres qu'il y a dans les magnifiques musées de Sharjah. Il y a un magnifique musée sur l'art islamique, par exemple. Ici, si je prends l'exemple du patrimoine architectural, de mémoire, on a plus de 700 mosquées. Et c'est incroyable comment elles peuvent être totalement imbriquées à l'architecture moderne. Et des fois, bon, ben, elles sont naturellement j'allais dire, architecture ottomane. On arrive à avoir un patrimoine assez riche. La question qui m'importe aussi, c'est la manière dont finalement, à travers ce projet-là, on arrive peut-être à aller un peu plus loin en se disant que, bon, là, pour le moment, ce sont les écoles qui viennent à l'Alliance, donc qui viennent au musée. Et est-ce qu'on ne peut pas développer aussi la mobilité de ce musée-là en se disant, ben, ça serait important d'avoir finalement un service public de la microfolie qui puisse se déplacer un petit peu comme je l'ai fait 1000 fois dans tous les quartiers où j'ai pu travailler en Seine-Saint-Denis et ailleurs, se dire qu'on est en capacité d'aller dans des zones un peu isolées ici. On peut aussi aller dans les 7 Émirats. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mes collègues de Dubaï ont ouvert une superbe microfolie. Donc, du coup, il n'y a pas que l'Alliance française d'Abu Dhabi. Ce sont les alliances françaises aux Émirats qui ont développé ce beau projet. Donc, on a vocation, nous, les alliances, en tout cas, à aller diffuser la culture là où elle est le moins présente. Et donc, l'idée d'avoir une microfolie mobile peut aussi accompagner un projet qui est extrêmement intéressant ici, puisque depuis septembre 2019, les Émirats se sont engagés vers un processus de réintroduction du français à l'école publique donc, émirienne. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et donc, je me dis que finalement, cet outil-là, qui est un outil extraordinaire pour développer, je le disais tout à l'heure, pas uniquement la question des langues, si on a envie de travailler sur des thématiques ou des disciplines autres, je pense aux mathématiques, à la physique. On peut exploiter toutes ces œuvres-là. Elles ne demandent que cela, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette démarche de réintroduction du français dans les écoles émiriennes, il me semble que la microfolie mobile pourrait être un outil extrêmement innovant. Et tu penses qu'il sera bien accepté par les écoles émiriennes, par les Émiriens? Alors, toute la question est de pouvoir à la fois y mettre des éléments de la culture, j'allais dire, du monde arabe aussi, parce qu'on doit raisonner aussi avec cela, puisqu'ici, nous sommes dans un pays arabe avant tout. Et donc, l'idée, c'est de créer effectivement une collection émirienne et peut-être une collection, d'autres collections. Alors, mes collègues de l'Institut français du Caire pourraient aussi, j'imagine, un jour travailler sur ces questions-là avec les musées d'Égypte. Voilà, je pense que globalement, si vous voulez, c'est un outil aussi qui permet de montrer la culture. Bon, il y a toujours un côté, j'allais dire, fierté à voir aussi s'afficher. Souvent, on trouve beaucoup plus… et c'est paradoxal. Par exemple, quand on prend juste la question de la Joconde, c'est vrai que c'est incroyablement… le défi est extraordinaire de ce point de vue, de la voir, par exemple, à Sevran, dans un mur de 24 mètres carrés. Tout de suite, si vous voulez, voilà, le choc, il est là, quoi. Donc, je me dis que même pour les locaux et les Émiriens, c'est aussi une manière de revisiter, d'avoir un autre regard sur leur propre culture. Ça m'intéresse beaucoup. Et bien sûr, d'avoir la possibilité d'aller dans une école à El Dafra, ici en plein désert, ou dans l'émirat de Fougera, du Nord,
et de pouvoir amener une visite du château de Versailles, par exemple, ou des plus beaux châteaux d'Europe. Voilà. Mais je pense que la question de l'altérité, elle est importante. C'est extrêmement important de pouvoir avoir, voilà, voir aussi comment on se construit à travers aussi les images de notre propre culture que l'on projette, mais aussi de celles que l'on peut visionner. Et voilà, je pense toujours à cette idée de mouvement, quoi. La culture a toujours été en mouvement et je pense que là, la mobilité va nous amener, si vous voulez, aussi à aller rechercher des publics. Alors, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est les écoles. J'ai dit en lien avec la question de l'enseignement du français, mais il y a aussi des lieux que j'ai envie de m'approprier, que je trouve passionnants. Ici, du fait des conditions climatiques, notamment dès le mois de mai, il est clair qu'à l'extérieur, c'est très compliqué. Donc, pourquoi pas tenter l'expérience d'aller dans ces lieux de vie ici que sont les grandes surfaces, enfin les malls, pardon. Voilà, c'est à la fois un challenge, parce que là, du coup, on a des chalands, hein, et donc c'est pas évident de les mettre en phase avec l'outil, mais moi, je reste persuadé qu'ici, la microfolie et le numérique peuvent être des outils de développement de la culture, voilà, à l'échelle de… Mohamed? Oui, Pardon, j'ai cru que ça avait bugué. très bien. Alors justement, on a beaucoup parlé de la culture européenne ici aux Émirats et dans le Golfe. On a une question aussi d'un internaute sur YouTube qui nous demande comment faites-vous comment faites-vous connaître ces ressources sur l'art oriental auprès du public du coup français et du public européen? Là du coup, pour le moment, malheureusement, on n'a pas de collection dédiée, si vous voulez, à l'art d'Orient. Mais voilà, dès lors qu'on aura développé un outil en phase, c'est tout l'intérêt. C'est l'intérêt que les petits Sevranais ou les petits-enfants de Blois puissent voilà, avoir accès aux œuvres du monde arabe. Ça, c'est ce dialogue-là qui est important à construire. Et je pense que cela, on pourra le faire uniquement quand on aura construit voilà, ces collections. Je pense que indéniablement, on l'a bien vu hein, dans le développement de la microfolie, ce qui importe, c'est à un moment donné de se poser, de se dire finalement comment on arrive à attirer aussi le public local vers toutes ces œuvres-là. C'est aussi en montrant que voilà, la culture locale est extrêmement importante et en la mettant en image. Voilà, je pense que c'est un processus qui se fera, hein, j'espère. Après, nous, on développe, si vous voulez, tout un travail, mais plutôt autour de la francophonie. Donc, Et tu parlais avant de censure. On a une personne également sur YouTube qui nous pose cette question. Y a-t-il des œuvres qui posent problème? Par exemple, si de la nudité est visible, les thèmes mythologiques sont-ils abordés et mis en relation avec les légendes arabes? Alors, sur la question de la nudité, non, parce qu'en réalité, quand on va au Louvre, il y a des nus. Donc, il suffit juste d'expliquer que c'est dans un contexte, etc., et qu'on est plutôt dans un contexte historique et qu'on est face à une œuvre. Ça, je pense que le discours peut être totalement, il est totalement accepté, puisque ici, nous sommes dans une société extrêmement libre de ce point de vue. Après, la question suivante, excuse-moi, c'est… C'était, les thèmes mythologiques sont-ils abordés et mis en relation avec les légendes arabes? Ben, pas forcément, mais ça pourrait être le cas. J'ai pas d'exemple là qui me viennent sur des
sur des éléments comme ça que j'aurais vus, non, mais je pense que globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question de l'oralité ici est prégnante. Il y a pas mal d'ouvrages maintenant qui existent sur les contes, par exemple, Contes et les légendes des Émirats. Mais on sent que tout ça appartient à une culture, c'est une culture arabe, même, j'allais dire, plus largement partagée par l'islam. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir la mettre aussi, j'allais dire, au sein de la microfolie et de voir comment on peut dialoguer finalement, comment le dialogue Orient-Occident peut se créer aussi à travers justement le fait même de montrer ces œuvres, ces œuvres issues de l'oralité ou les œuvres qui se sont imprégnées de cette oralité-là. Moi, je trouve que ouais, il faut qu'il y ait une présence, en tout cas, c'est certain, de collections des Émirats et plus globalement du monde arabe qui permettent effectivement de développer ce sens de la richesse universelle, en fait, des cultures. Et dernière question. Alors, quelles sont les œuvres, les types d'art, les mouvements artistiques européens que les habitants d'Abu Dhabi recherchent et apprécient le plus via la microfolie? Alors, bien sûr, il y a toutes les œuvres, j'allais dire, qui sont des œuvres universelles. Je pense, tout à l'heure, quand je pensais vraiment à Versailles, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement troublant parce que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment en résonance avec la culture, enfin le regard que peuvent porter les Émiriens sur ce qu'on présente. Je pense à la Joconde, mais après, ce sont des parcours qu'on construit aussi avec les jeunes étudiants. Pour le moment, l'aspect visite spontanée n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Hein. Quand on va dans n'importe quelle microfolie, on peut trouver effectivement en France, pardon, des personnes qui viennent juste spontanément regarder des collections, voir comment ça fonctionne et autres. Là, si on ne va pas questionner le public, si on n'amène pas les éléments au public, il est certain qu'il n'y aura pas un intérêt premier. C'est toute la question, si vous voulez, du développement d'un projet mobile. Parce que il faut, au même titre que l'on a créé ce choc culturel à Sevran, où finalement on l'a mis dans un espace donné et on s'est dit, ben voilà, ça va forcément avoir il doit y avoir une relation entre les personnes qui habitent en face de la microfolie et la microfolie. Et ça a été un travail de médiation, mais que l'on fait en règle générale en France. La médiation culturelle, c'est quelque chose qui, ici, c'est quand même extrêmement nouveau, quoi. Donc, comment on arrive, moi, je pense, à amener toutes les collections, tout le savoir-faire de cette microfolie, c'est aussi en se déplaçant, en allant vers les individus. Et c'est pour ça que je suis fondamentalement convaincu qu'ici, aux Émirats, il faut qu'on inverse le paradigme et qu'on soit moins sur la construction de projets dans des espaces, mais qu'on aille finalement avec un outil mobile se confronter au public. Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça qu'on arrivait aussi à créer des expériences sur le moment et je pense que c'est comme ça qu'on arrive aussi j'allais dire, à donner du sens aussi à nos projets, parce que sinon on va tourner en rond, on va être avec un public d'étudiants. Voilà, moi ce que je veux être confronté aussi à d'autres types de publics ici, puisque les Émiriens représentent à peu près 1 million d'habitants dans le pays, ou un peu plus, 10%, pardon. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a quand même, voilà, ici on est dans une société multiculturelle. À l'Alliance, on accueille plus de 120 nationalités. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'amener ça vers les communautés indiennes, pakistanaises, d'Asie, d'Afrique, voilà.
tout ça nous interpelle et je pense qu'on va essayer d'œuvrer à cela à travers cette première microfolie mobile. Je ne sais pas s'il en existe dans le réseau, mais nous, on a vraiment un concept bien précis. Voilà, on va essayer de le défendre et on va essayer de le développer. On va essayer. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Écoute, merci Mohamed pour ton intervention. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié cette petite heure avec nous depuis Abu Dhabi. On tenait vraiment à remercier la Maison de Bégon et la Microfolie de Blois, ainsi qu'Europe Ensemble, la Maison de l'Europe de Tours, pour avoir organisé ce cycle de conférences. Et surtout, restez connectés, puisque maintenant, vous allez avoir la prochaine conférence, donc le prochain culturel visuel, avec comme intervenant Guillaume Veil, qui est un artiste plasticien et qui va intervenir sur la thématique de la création numérique. Qu'est-ce que le numérique nous donne à voir? On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée pour ceux qui sont à Abu Dhabi et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous les amis.